Eh bien, bienvenue et bienvenue ce soir sur cette émission de Point de rupture en ce vendredi 13 mars 2026. Aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir de parler avec Marion qui est avec nous, Marion Sigaud, que nous avons déjà eu le plaisir d'accueillir sur cette antenne de Point de rupture. Et comme Marion a passé du temps en Iran il y a quelques années, je crois, elle va nous le confirmer ou pas, vers 2018, on va aborder tout ceci. Mais d'abord, je vous invite à prendre votre café, votre thé ou toute autre boisson que vous désirez. Et je vous souhaite la bienvenue sur Point de rupture où nous sommes à la recherche de la vérité et pas nécessairement d'opinions idéologiques. À la vôtre. Eh bien, bienvenue Marion, ravi de t'avoir de nouveau sur Point de rupture. Et je ne me trompe pas, tu étais en Iran il y a quelques années, en Oui, c'est 2000. ça. Oui, en 2018, je crois. Je crois me souvenir que c'était en 2018. J'ai été invitée par des franco-iraniens désireux de faire connaître leur pays à des catholiques, en l'occurrence. Hein. J'ai fait partie d'une délégation catholique. Donc, nous D'accord. avons été reçus là-bas. Alors, on nous avait demandé avant de partir à quel culte nous désirions nous rendre à la messe, à quelle église nous désirions nous rendre à la messe. Et on nous avait donné une liste d'églises à Téhéran. Et moi, j'avais choisi de visiter l'église arménienne parce que j'ai D'accord. une histoire d'amour avec l'Arménie. Enfin, ça fait de nombreuses années que je m'intéresse beaucoup à l'Arménie. J'y suis d'ailleurs allée. Hein. J'ai fait un voyage absolument inoubliable en Arménie et j'ai voulu rejoindre le, le diocèse arménien de Téhéran. Et je Alors, regarde un dis-moi, où se trouve cette église? Ah, où elle se trouve? Bah, dans Téhéran, hein, dans Oui, Téhéran. oui, mais dans quelle partie de Téhéran, etc. Parce que c'est Alors là, possible il faudrait que j'ai une carte que tu pour connais te le assez dire. bien Téhéran, tu vois. Donc, Alors là, non, je ne suis pas capable de te le dire. Ce que je peux te dire, c'est que nous avons été reçus admirablement par des Arméniens qui nous ont dit tout le bien qu'il faut penser de l'Iran. Enfin, je veux dire, s'il n'y avait pas eu d'Iran, il n'y aurait plus d'Arméniens. Il n'y aurait plus d'Arméniens. Ce sont eux qui ont vraiment fourni la porte de sortie, pour, au moment de cet abominable génocide de 1915-1916. Et voilà, c'est extraordinaire de me retrouver en Iran, le pays islamique, gna, 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 et puis d'aller à la messe chez des gens qui nous ont dit tout le bien qu'ils pouvaient penser véritablement de ce pays qui les a accueillis et qui les a sauvés. d'accord. Alors, dis-moi d'abord, est-ce que tu as perçu, parce que tu sais, on a énormément de propagande de tous les côtés qui arrivent sur l'Arménie, toutes les femmes doivent être couvertes et tout ça, etc., etc. Alors Alors, effectivement, oui, alors nous avons pris l'habitude de nous couvrir la tête. Et alors de nous couvrir la tête, ben, il suffisait d'avoir quelque chose sur la tête. C'était pas le truc comme ça. oui. Il fallait avoir quelque chose sur la tête. Donc, on a pris l'habitude de le faire. Mais j'ai quand même remarqué, et je me plais à le dire et à le répéter, que quand j'étais petite, ma grand-mère ne serait pas sortie dans la rue sans un chapeau. Ouais, Elle ouais, ne c'est vrai. serait pas sortie sans un chapeau. Ma mère mettait également des chapeaux, des bonnets, des foulards et tout. Et moi, j'ai pris l'habitude également de mettre des foulards, mais moi, c'était par coquetterie, parce qu'on se couvrait la tête quand j'étais, moi, adolescente, que par coquetterie. On se faisait des foulards qu'on nouait autour du cou avec des fanfreluches et des machins. C'était par coquetterie. Mais le fait que les femmes se couvrent la tête, ça a été le cas en France jusqu'à l'invention du shampoing Dop Dop Dop. Hein, quand les femmes ont commencé, et le shampoing Dop Dop Dop, c'est les années 50. Hein. Donc, moi, j'ai toujours vu ma grand-mère sortir avec un chapeau. Toujours, 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 toujours. Oui, Alors, le chapeau, même, on enlève quand on arrive chez les gens. voilà. Et à l'époque également, quand on allait à l'église, les femmes, presque toutes les femmes avaient la tête couverte. Et il y avait un voile Mais qu'on je portait. l'ai encore. Moi, je l'ai encore. Quand je vais à la Voilà. messe, j'ai toujours la tête couverte. Toujours, toujours, toujours. Mais je l'enlève quand je sors. Je l'enlève quand je sors. Donc, le fait que les femmes aient la tête couverte, à partir. Mais ce qui m'exaspère dans la façon de se couvrir, c'est les filles qui se nouent ça, puis elles ont les chairs qui débordent. Non, Ouais. c'est pas ça. C'est pas ça du tout à Téhéran. À Téhéran, on nous demandait d'avoir quelque chose sur la tête. On avait les cheveux qui débordaient du truc, et ben, il y en avait les cheveux qui débordaient du foulard, c'est tout. Et c'est tout, c'est tout. Alors je me suis demandé si on avait le droit de porter des pantalons. Ben oui, porter des pantalons. Et voilà. Donc, mais cette histoire d'avoir la tête couverte, c'est vraiment quelque chose
je suis d'une génération où on a vu encore les femmes se couvrir pour sortir dans la rue. Ouais, effectivement. Et je revois ma mère. On avait une véranda qui était un peu de sas entre la maison et la rue. Elle passait dans la véranda, il y avait un grand miroir, elle sortait le chapeau, le tube de rouge à lèvres, le chapeau, et elle sortait. Le chapeau ou le bonnet ou la toque ou le foulard. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Et est-ce que tu as, en dehors du fait d'aller à l'église arménienne que tu m'as dit à Téhéran, est-ce que tu as eu l'occasion de te promener dans la rue, de faire des courses, bien sûr. Bien sûr. Alors, raconte-nous un peu ton expérience sur ce plan-là, etc. Est-ce que tu te sentais complètement déraciné, pas déraciné, comment? Déraciné, non, parce qu'on était une délégation très, très, très soudée. Hein. On était un certain nombre d'amis. Alors, il y a des gens que je ne connaissais pas, mais j'avais un petit groupe de copines quand même. On était, on je sais pas comment dire, c'était passionnant, c'était passionnant. On est allé sur le site où est mort, où a vécu, où est mort l'Ayatollah Khomeini. On a visité des lieux absolument étonnants, des parcs, jardins. Alors bon, les femmes sont couvertes, oui, point, c'est pas gênant. On a été reçus. Alors, nous sommes allés au Parlement, je sais pas comment on l'appelle, enfin au Parlement de l'Iran et on a assisté à une discussion. Enfin, on était dans un petit coin discrètement, mais on était au milieu de l'antre, quoi. C'était extraordinaire. On a été magnifiquement reçus, vraiment, vraiment, très, très, très gentiment. On y mange bien. Je me souviens parce que je suis allé plusieurs fois en Iran. On y mange bien également. Oui, tout à fait. Et une belle ville qui est en hauteur et puis juste au nord, on voit les très grandes montagnes qui dépassent le Mont Blanc. Hein. On a eu une expérience absolument unique en arrivant à Téhéran, c'est que nous sommes arrivés à Téhéran dans une tempête de neige, une neige à Téhéran. Et les dignitaires musulmans qui nous ont très gentiment reçus, qui nous ont fait un accueil je crois que c'était dans un grand hôtel, enfin bon, ils nous ont dit, nous regardons la pluie, vous savez que la pluie dans un pays aride comme chez nous, c'est une bénédiction, la neige c'est une double bénédiction parce que la neige est particulièrement fertilisante pour la terre et nous voyons votre arrivée comme une bénédiction, enfin c'était tellement gentil, c'était vraiment extraordinaire, Alors, on a pu échanger sur un certain nombre de sujets. D'ailleurs, nous, dans la délégation, on n'était pas tous d'accord. Hein. Il y avait, pour pas dire des tensions, mais enfin, il y avait un certain nombre de désaccords entre les uns et les autres. Alors, je me souviens d'une discussion assez amusante. Il y avait un gars qui était journaliste en France et qui disait à nos hôtes, qui étaient vraiment des dignitaires musulmans, allez, avouez votre recherche nucléaire, c'est pas que du civil, allez, avouez. C'est non. C'est non, on ne veut pas faire de nucléaire militaire. On développe une énergie. C'est non, on n'avouera pas un truc comme ça, c'est non. Alors, on a fini par leur demander de la boucler, quoi, enfin d'arrêter. Ils n'étaient pas les représentants. En les harcelant comme ça pour leur faire dire ce qu'ils voulaient qu'ils disent, ils n'étaient pas nos représentants. Et je me souviens d'avoir envoyé des signes en disant voilà, on n'est pas tous comme ça, quoi. On n'est pas tous des insolents à vouloir à tout prix vous faire dire ce que vous ne voulez pas dire et ce qui ne vous concerne pas. Voilà, donc j'ai vraiment eu. Alors, de quoi avons-nous parlé? On a parlé beaucoup de ça. On a parlé également de la Palestine, je me souviens. Alors, je ne sais plus à quelle occasion, mais enfin, moi, c'est quand même un sujet que je traîne à mes bottes depuis 40 ans. Ça fait plus que ça. Donc, on a réussi à en parler un petit peu. Et voilà, un séjour absolument. Alors, on a été horriblement corrompus. On est reparti avec un petit vase et un sac de cacahuètes. Ça s'appelle nous acheter. C'est de la corruption. J'aime beaucoup ce petit vase qu'on nous a offert. C'est vraiment très, très joli. J'aime beaucoup ce genre de petits de souvenirs. C'est vraiment très, 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 très charmant. Oui, c'est le pays, pour les gens qui ne connaissent pas, l'Iran, c'est le pays des 1001 nuits. D'ailleurs, appeler quelque chose 1001, c'est toujours symbolique de quelque chose de beau, de grand et d'énorme. Moi, je me souviens, la première fois que j'étais allé, j'étais d'ailleurs assez étonné parce qu'il y avait un vin qui s'appelait Hezaroyek.
Hazaroyek en farsi, ça veut dire 1001. Et quand Ah, quelque chose exceptionnel et tout ça, on dit toujours Hazaroyek. mais pour Et, moi, les mille et une nuits, c'est Bagdad, c'est le monde arabe, c'est pas le monde perse. oui, mais l'expression 1001, Mille et un, c'est, ouais, ouais, ouais. c'est très persan, c'est en farsi, c'est quand on dit Ouais. que quelque chose est splendide, c'est 1001. Ah, c'est C'est mille et un. Ah, joli, joli. Et je m'en Alors, souviens, moi, parce qu'à l'époque, je parlais encore un peu farsi quand j'y étais. Maintenant, j'ai pu pratiquer parce que pour moi, ça remonte à longtemps, dans les années 70, tu vois. Mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié tout mon séjour et un peuple très accueillant, très sympa. oh, c'est adorable, vraiment, vraiment adorable. Ah oui, Et oui, oui. extra. Ouais. Puis je me souviens encore avec grand plaisir de toute la nourriture, des blagues qui tournaient autour, etc. Ils voulaient me coincer, puis parce que je leur disais que j'aimais bien la viande dont elle était faite, et ils appellent ça un kebab. Ça n'a rien à voir avec le kebab qu'on mange en France, etc. Et puis, ils m'avaient demandé si je préférais le kebab ou le nounezir kebab. Le nounezir kebab, noun, c'est le mot pour du pain en farsi. Et nounezir, ça veut dire le pain au-dessus du kebab. C'est servi avec du pain. Donc, toute la sauce de la viande imprègne le pain, etc. Et moi, j'avouais que je préférais le nounezir kebab au kebab. Et c'est là où tout le monde pouffait de rire, etc. Parce que en argot Ah, iranien, kebab, c'est ta femme, ton épouse, et nounezir kebab, c'est la belle-sœur. ah, Et donc, c'est leur façon de piéger les gens dans le fait de dire ça, etc. ah, c'est joli. Donc, c'était des trucs assez marrants et dont je garde toujours un souvenir très précieux sur ce plan-là. Alors, on Alors, va Louis, revenir sur son oui. expérience en Iran, hein, parce que je crois que les gens ont besoin d'avoir un point de vue qui est un peu différent de tout ce qu'on a par la propagande généralisée aujourd'hui. Il y a tout un ensemble de personnes qui disent que Donald Trump, le président américain, Donald Trump, a décidé d'intervenir en Iran parce que ça commençait à chauffer au sujet des dossiers Epstein. Comme D'un si ça allait côté, arrêter, comme si ça allait arrêter les dossiers Epstein. Moi, je vois pas le bon, rapport. Ça me exactement, fait rire, ça me ce que fait je rire. pense moi-même, mais tu sais, il y a des gens qui cherchent des complots partout. Donc, Hmm. moi, je suis Oh, mais il y toujours. en a des complots partout. Hein. Je suis sûr qu'il y en a des complots Oui, partout. Vous trouvez les ah ben, bons. il y a des complots, souvent, c'est la réalité quelques années avant, tu vois, Bien sûr. c'est aussi simple que ça. Mais ton avis là-dessus, sur les dossiers Epstein et l'intervention en Iran par les États-Unis? Non, non, mais il y a aucun rapport. Je veux dire, les dossiers Epstein vont continuer de sortir. De toute façon, je suis désolé, mais les dossiers Epstein, ils sortent parce que Trump a donné son aval. Alors, on me dit, mais enfin, Trump est gravement compromis dans les dossiers Epstein. Et ça ne serait pas su en 2016, ça ne serait pas su en Bien sûr. 2016, et après 2017, 2018, 2019, quand on a tout fait pour le coincer. Moi, je ne crois pas une seconde à ça. Je pense qu'il y a deux choses à mettre en parallèle. Enfin, c'est pas en parallèle que la vie met en parallèle. Il y a la simultanéité de la sortie des dossiers Epstein, qui sont pour moi une chose absolument magnifique, enfin magnifique. Je ne vais pas les regarder. Hein. Moi, Ouais, ouais. je sais suffisamment ce qu'il y a dedans, je ne veux pas me polluer l'esprit, on en a parlé l'autre jour, à aller regarder des détails que je ne veux surtout pas savoir. Mais c'est de salubrité publique de faire connaître ça. Moi, je connais ça depuis des années, je sais que ça existe depuis très, 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 très longtemps. Maintenant, ça a pris maintenant des proportions qui n'existaient pas avant parce que la mondialisation des échanges, parce que tout ça, mais il n'y a aucun rapport avec le fait qu'Israël veut attaquer l'Iran depuis des années. On sait, ça fait des années qu'on sait que les Israéliens veulent absolument attaquer l'Iran. Les Israéliens, avec leurs petits bras, ils ne vont pas attaquer l'Iran tout seuls, donc ils disent au grand frère Trump, tu viens avec nous. Maintenant, ce qu'il y a derrière, je ne sais pas. J'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à imaginer que Donald Trump ait la moindre latitude pour décider à lui tout seul ce qu'il va faire ou ce qu'il ne va pas faire. Moi, je pense que derrière Donald Trump, il y a énormément de gens qui l'ont mis là pour sauver l'Amérique d'une politique qui n'est pas la sienne. Il y a une espèce, alors bon, complot, oui, ça s'appelle un complot, oui, pour organiser
un gouvernement mondial qui va servir la planète entière. Ce gouvernement mondial fera aussi peu de cas des peuples d'ici que de là-bas et se moque du tiers comme du quart de ce que vont devenir les Américains dans ce programme-là. Donc, se débarrasser de ce mondialisme satanique absolument abominable, c'est une question également de survie pour les Américains eux-mêmes. Donc je pense que dénoncer les atrocités commises par les ennemis du peuple, par les ennemis des peuples, c'est une grande et belle chose. Et à mon avis, c'est pas mon avis, j'ai l'intuition, j'ai l'impression, et j'ai lu un certain nombre de choses qui vont dans ce sens-là, que Trump a été choisi par une partie saine de l'Amérique pour faire du ménage à cet égard. Et que Trump ne fait que ce que les gens qui l'ont mis là lui demandent de faire. Voilà. Je pense vraiment pas qu'il ait la moindre latitude à faire quoi que ce soit tout seul. Maintenant, comment s'est-il laissé embarquer, parce qu'effectivement, il s'est laissé embarquer dans une guerre contre l'Iran. Je n'ai pas les dessous de l'affaire, mais ce que je sais, c'est que ça fait des années que les Israéliens disent qu'ils veulent attaquer l'Iran. Les Israéliens, c'est à l'égard de l'Iran l'équivalent du Morbihan à l'égard du reste de l'Europe. C'est-à-dire que c'est ridicule. Les Israéliens ne peuvent pas s'imaginer. Alors, les Israéliens, ils se sont mis dans une situation maintenant qui est absolument insensée, c'est que les Iraniens, prendre les Iraniens pour des imbéciles, c'est la dernière des sottises. Les Iraniens sont en train maintenant de viser des objectifs avec une minutie, une précision au mètre près. Les Israéliens commencent, ils vont coucher dans les abris pour les mois qui viennent. Et la capacité qu'a Israël maintenant de continuer de mobiliser la réserve, mais les réservistes, ils sont déjà sur le pont. Le pays est en train de s'effondrer. Israël est en train de s'effondrer. Le pays ne va pas pouvoir. Alors, il mène une guerre contre le Liban, il mène une guerre en Cisjordanie, il continue de massacrer à Gaza et ils attaquent l'Iran. Mais c'est fou. Est-ce que la Bretagne va attaquer la Russie? Pourquoi pas, tant qu'on y est. Enfin, je veux dire, ouais. Alors, il y a plusieurs théories derrière tout ceci. Il y a la théorie du fait que Netanyahou et les gens qui lui ressemblent veulent le grand Israël, qui va conquérir l'Iran, qui va conquérir tous les pays du Golfe, etc., etc. C'est aberrant. Il y a cette théorie-là. Bon, que moi, j'ai du mal à croire parce que même si ça peut être des aspirations par le biais financier de pouvoir contrôler les autres, etc. Mais il y a une théorie, il y a cette théorie-là, et il y a l'autre théorie du messianisme juif. Oui, tout à fait. Il s'en fiche complètement, même s'il va y avoir des souffrances, etc. C'est ce que dit Tucker Carlson aux États-Unis en ce moment, et ce que disent pas mal de gens, c'est que le messianisme juif est très puissant au gouvernement de Netanyahou, et il a également beaucoup d'appui aux États-Unis dans les lobbies comme l'AIPAC et tout ça, etc. Absolument. Alors, je suis sûr que c'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Moi, je pense que c'est le cas, mais c'est pas parce que eux y croient qu'ils croient quelque chose de juste. Comment peut-on imaginer qu'ils vont faire un grand Israël? Avec qui? Comment vont-ils remplir un grand Israël? Alors, ils vont commencer par, il va falloir qu'ils passent sur le corps des Palestiniens. Alors, ça ne les dérange pas de passer sur le corps des Palestiniens, mais ils sont encore là, les Palestiniens. Ils ne les ont pas encore tous exterminés. Hein. Il en reste, et de plus en plus aguerris et qui ont de moins en moins à perdre. Donc, on ne se débarrasse pas d'un peuple comme ça, même si on en rêve très fort. Ils veulent faire le grand Israël avec quoi? Ils vont le remplir avec quoi, leur grand Israël? Ils vont aller chercher des Ukrainiens, ils vont leur dire, bon, tenez, à partir de maintenant, vous êtes juifs et installez-vous là, mais le monde n'est pas à leur dévotion. Leur délire eschatologique, leur délire messianique, c'est dans leur tête, c'est pas dans la réalité. C'est pas dans la réalité. Moi, ce que je vois avec je ne peux pas dire étonnement, mais si un peu d'ébahissement, c'est la précision des tirs de drone que leur envoient les Iraniens. Et on a un immeuble ici et puis pas à côté. Alors, mais c'est un immeuble d'habitation, oui, mais il paraît que sous l'immeuble d'habitation, il y a précisément des états-majors de ceci, de cela. Oui. C'est là qu'on est le mieux planqué. Moi, j'ai vu des images de la ville de Beth Shemesh à l'est de Jérusalem. J'étais à l'est ou au sud, enfin bon, dans la région de Jérusalem. Je crois, c'est en direction de Beersheba, je crois.
C'est ça, c'est au sud. Enfin, je sais pas si c'est sud-est. Enfin, je suis déjà allé à Beth Shemesh, j'avais des amis par là-bas. C'est terrible. Je veux dire, les Israéliens commencent maintenant à vivre avec, comme vivent leurs voisins depuis des années, notamment comme vit le Liban, comme vit la Jordanie et comme vit la Cisjordanie et Gaza. Ils commencent maintenant à prendre les bombes, mais ils peuvent aller où? J'ai une amie qui me disait il y a 2 jours, de toute façon, les Israéliens vont partir. J'ai dit, attends, si l'aéroport est fermé, ils vont partir où? Elle me dit, ils vont partir à pied. Je lui dis, à pied où? Ben À oui. pied. Tu vas où à pied? Quand tu sors d'Israël, tu vas où à pied? Alors déjà, selon qu'ils sont à l'est ou à l'ouest du mur qu'ils ont fait, s'ils veulent aller à l'ouest et qu'ils sont à l'est, ils vont prendre le mur dans la figure et réciproquement. C'est-à-dire qu'ils ont construit au milieu de leur pays un mur de 8 mètres de long, 8 mètres de haut et de 650 km de long qui infranchissable, à part par une voiture dans un sens et une voiture dans l'autre. S'il faut qu'ils fuient à toute vitesse, ils vont prendre le mur dans la figure. Ils se sont inventés une souricière. Et moi, la dernière fois que j'étais en Israël, c'était juste le début, juste le commencement de la construction du mur. C'était vraiment le tout début. Je dis, mais ils sont fous. Ils sont en train de s'enfermer. Ils veulent enfermer les Palestiniens, mais alors, ils veulent enfermer les Palestiniens, ils créent un mur entre l'Israël légal et la Palestine, mais puis ils se mettent de l'autre côté. C'est pas logique leur truc. C'est pas logique. Ils sont légalement, c'est-à-dire les frontières israéliennes reconnues par les nations, hein, c'est à l'ouest de ce mur. Et ils construisent un mur au milieu entre est et ouest, et ils passent de l'autre côté. Pourquoi faire? Mais ils se piègent. Ils se piègent. Et plus encore à l'est, il y a le Jourdain, et de l'autre côté, il y a quoi? Il y a 1 million, 2 millions, 3 millions de Palestiniens, sans compter ceux qui sont sur place. Il y aurait qu'à pied. Bon, il faudrait pouvoir pénétrer en Égypte, mais ça serait difficile. Mais Ça oui, au sud, pourquoi les laisser passer? sinon au nord, par les hauteurs du Golan, pour aller au Liban. Pour aller au Liban. Et au Liban, on va leur dire, tenez, ah bah oui, tiens, bonne idée, venez, installez-vous. Ouais. Mais ils sont bienvenus nulle part. Ils ne sont bienvenus nulle part. Ils peuvent aller nulle part. Que les Israéliens aillent au Liban, mais ils vont se faire massacrer. On a su qu'il y a certains nantis israéliens qui sont partis par la mer et qui sont allés à Chypre. Oui, bah, ils sont partis avant. Hein. Ils sont partis, Ouais, à mon avis, ils sont partis avant. On passe plus maintenant. Hein. On passe plus maintenant. Mmh. Non, ceux qui sont bons nageurs et qui veulent rejoindre Marseille à la nage, il faut qu'ils essayent. Hein. C'est le seul moyen. Hein. Non, mais il y a pas moyen. Il y a pas moyen. Mais tu sais, moi, quand j'étais là-bas, j'avais des amis israéliens qui étaient très, très, alors à la fois très, très ouverts sur la cause palestinienne, parce que je fréquentais plus que ça à la fin, mais également extrêmement lucides sur l'avenir. Ils disaient, on a compris, et j'avais une amie qui me disait, j'ai compris un jour que notre gouvernement n'a jamais eu l'intention de nous défendre, ils se servent de nous pour accomplir leur délire. Mais ça ne les dérangerait pas de nous sacrifier. Et j'ai même un ami israélien qui m'avait dit, Marion, on t'a raconté que les 6 millions, c'était des mensonges. Alors je dis, de quoi tu parles? Il me dit, je vais te dire, c'est pas des mensonges, les 6 millions, c'est une prophétie. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il m'a dit, les 6 millions, c'est pas derrière nous, c'est devant nous. Eh bien, regarde une carte et regarde combien il y a de juifs en Israël. 6 millions. Ouais, la population entière, c'est environ 12 millions. Mais il y a, oui, mais avec les Palestiniens, avec les migrants, etc. Exactement, ouais. Ouais. Et un ami m'avait dit, Marion, les 6 millions, c'est pas derrière, c'est devant. Tu te rends compte? Et ça fait longtemps qu'il m'avait dit ça. Et vraiment, j'ai discuté en son temps. Hein, la dernière fois que j'y suis allée, c'était au début des années 90. J'ai discuté longuement avec des Israéliens qui m'ont dit, notre gouvernement est prêt à nous sacrifier, à leur rêve, à leur délire, à leur folie, quoi, à leur folie. Alors, comment ça se fait qu'ils arrivent à rester au pouvoir encore, la clique à Netanyahou? D'abord, pour qu'ils quittent le pouvoir, il faudrait qu'il y ait de nouvelles élections et qu'ils les perdent. Alors, les élections. Il y en a de prévues au mois de juin, je crois, non? Oui. Qu'est-ce qui peut, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui peut présenter un programme de quoi maintenant? Ils peuvent présenter un programme de quoi? En plus de ça, il y a des tensions internes en Israël entre les religieux, notamment, et les laïcs, parce que les religieux
c'est un accord qui a été passé, je crois que c'était au temps de Ben Gurion déjà, que les religieux ne font pas le service militaire. Et puis comme il n'y a plus suffisamment de soldats, là, ils veulent absolument que les religieux fassent leur service militaire. Et les religieux, tu pourras toujours les traîner par les pieds, ils veulent pas, ils veulent pas, ils veulent pas. Et ils sont nombreux. Et ils sont nombreux. Et je pense que la société israélienne est tellement éclatée, ils sont tellement, il n'y a plus d'unanimité de rien du tout. Enfin, il n'y a jamais eu d'unanimité en Israël, bon, j'exagère. Ouais. Mais disons, il n'y a plus de consensus possible, ni d'un côté ni de l'autre. Vraiment, je pense que c'est ça qui se passe. Le pays est en proie à une espèce de crise, de maladie mentale collective, et je ne vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Et je ne vois pas non plus que des élections pourraient changer. Oui, quand j'y étais, mais il y a un bon nombre d'années également, j'ai été plusieurs fois en Israël. Ça, c'était après avoir été en Iran et tout ça, donc c'était notre période, notre époque. Mais j'ai rencontré beaucoup d'Israéliens qui entretenaient d'excellentes relations avec les Palestiniens. Il y avait aucun problème. D'ailleurs, ils allaient. J'ai connu aussi. Et tout ça, parce que c'est pas du tout ce que on nous démontre, parce qu'on nous fait croire qu'il y a unanimité du peuple israélien devant le gouvernement actuel. Oh non, sûrement pas. Il y a plutôt une unanimité pour le détester. Hein. Mais c'est un renard, hein, Netanyahou, il tient pas mal de gens aussi, et il est pas facile à attraper. Mais je crois qu'il est cuit de toute façon, Netanyahou, parce que il a des procès pendant, il va pas s'en sortir. Pour l'instant, je pense qu'il s'accroche au pouvoir pour pas aller en prison. Aussi longtemps qu'il est au pouvoir, il n'est pas en prison. Quoi. Mais oui, c'est fou, c'est fou. Moi, quand tu parles de ces Israéliens qui s'entendent bien avec des Palestiniens, moi, les dernières années, je ne voyais que ça, que ça. J'étais vraiment dans une communauté israélo-palestinienne qui se trouvait alors à Jérusalem, au bord à la limite entre Israël et le territoire. Et j'ai fait des voyages avec eux, des expéditions. Moi aussi, je suis allé à Jéricho, à partir de là. Ouais. Mais c'est à la marge. C'est à la marge. Les Israéliens qui s'entendent avec les Palestiniens sont à la marge, il faut le savoir. Mais aussi longtemps que ça existe, ça veut dire que c'est possible. Alors, ça veut dire que c'est potentiellement possible, c'est potentiellement réalisable. Qu'est-ce que je voulais dire je l'ai mangé. Je voulais rajouter un truc sur les possibilités. Oui, il y a une chose que j'ai remarquée en Israël, c'est qu'au niveau médiatique, tu ne peux pas tu es obligé, quand tu es sur les médias, de parler comme on entend que tu parles. Il y a des émissions, alors moi je parlais bien l'hébreu, hein, je comprenais tout. Je mets la radio un jour et j'entends une émission qui dit à l'écoute des auditeurs, et puis tu as une dame qui dit voilà, Moshe, raconte-nous, qu'est-ce que tu as fait, elle dit c'était au moment où Saddam Hussein envoyait ses Scuds là, sur Tel Aviv. Il disait c'est quand même honteux, moi j'ai vu, on nous a raconté qu'il fallait mettre du papier bleu sur toutes les vitres pour que la nuit, quand on allume la lumière, on ne puisse pas être vu d'avions qui survoleraient Israël. Alors il dit oui, et qu'est-ce qui te choque? Mais c'est complètement fou. Il y a des gens qui ont acheté tous les stocks de papier bleu et ils les revendent avec bénéfice pour se faire de l'argent. Il dit c'est quand même dégueulasse. Et alors, au lieu d'abonder dans son sens, elle lui dit mais on a quand même bien le droit de gagner de l'argent. Alors le gars il dit attends, j'ai pas dit qu'on n'avait pas le droit de gagner de l'argent, mais c'est comme le gars il voulait exprimer quelque chose de moral, tu vois, et l'autre elle voulait absolument lui dire mais t'es d'accord qu'on a le droit de gagner de l'argent, et puis t'es d'accord que de toute façon vive l'État d'Israël, hein, t'es d'accord? Mais dit comment ça? Oui, bien. Dit t'es d'accord que vive l'État? Ben oui, bien sûr. Elle lui a complètement coupé la chic, le gars il n'a pas pu dire ce qu'il voulait dire. Il a fallu que l'émission se termine en disant vive l'État d'Israël, alors que le gars il était scandalisé. Il dit il n'y a pas la moindre solidarité de base. Si on risque de se faire bombarder par des Scuds de Saddam Hussein, tenons-nous solidaires les uns des autres. Non, il y en a qui ont trouvé la combine pour se faire du fric. Et bien l'autre, elle ne lui a pas laissé dire. C'est incroyable. Oui, c'est peut-être le cas aujourd'hui aussi. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on dit que aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe en Israël, et puis on ne peut pas faire confiance à tout ce qu'on voit en vidéo ni quoi que ce soit, parce qu'il y a tellement de fake news, de IA et tout ça, c'est très difficile à savoir. Mais apparemment, il semblerait, selon ce que j'ai pu savoir,
c'est que on n'a pas le droit de filmer des Ça, je le endroits crois. Ouais. et de le passer dans les informations d'une façon ou d'une autre, et que Oui, c'est oui. passible d'une peine de prison allant jusqu'à 5 ans. Alors, c'est ce que j'ai entendu dire, et ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas compte tenu de la situation, parce que moi, je crois vraiment que l'État d'Israël maintenant est aux abois et qu'ils sont acculés, je veux dire, ils sont complètement acculés, et qu'il n'y a plus que ce moyen-là maintenant. Cependant, ce que je tiens à dire, c'est que la presse israélienne est 1000 fois plus libre que la presse occidentale, que notre presse à nous, en tout cas la presse française. C'est-à-dire que si tu veux lire une bonne critique de la politique israélienne, tu t'abonnes à Haaretz ou à un autre site d'information francophone en direction d'Israël, et puis tu sauras ce qui s'y passe. Alors maintenant, compte tenu de la situation, c'est-à-dire c'est quand même la situation d'urgence absolue là. C'est la guerre, c'est le danger, c'est une guerre. Ils n'ont jamais été en danger comme ils le sont maintenant. Jamais, jamais, jamais. J'étais là-bas pendant la guerre de Yom Kippour. On a eu peur pendant 3-4 jours, et puis après, on a dit non, ça va s'arranger. Ouais. Une question de Moi, temps. moi, j'étais aussi pendant une semaine où j'ai amené quelques personnes avec moi. On était une cinquantaine, puis après, je suis revenu, on était un peu plus de 200 et tout cela. Mais moi c'était pour emmener des gens sur les hauts lieux chrétiens, etc. Tu vois, pour D'accord. de choses. Mais là, on a passé une semaine, et quand je suis rentré, il y avait des gens qui m'attendaient. On avait fait un vol de Tel Aviv à Orly, et il y a des gens qui m'attendaient à Orly et disaient on t'attendait pour voir si tu as survécu, etc. Parce que ça devait alors que c'était tranquille. Sur place, c'était très tranquille. Sur place, il n'y avait rien du tout, tu vois. Si, de temps en temps, une petite course aux abris quand même. Moi, j'ai fait quelques courses aux abris quand même. J'en ai fait une ou deux. Ouais, c'est quand même, j'ai connu ça. Ah oui, d'accord. Ouais, mais toi, tu étais pendant la guerre de Kippour. Oui, c'était Kippour, c'était pendant la guerre de Kippour. Oui, donc ça, c'était une petite semaine que ça durait, quoi. Voilà, c'est ça. Oh oui, la peur qu'on a eue, vraiment, ça a duré quelques jours. Et quand Kissinger est entré dans la danse, on dit bon, maintenant c'est plus qu'une question de temps, quoi. Le plus dur pour nous, enfin pour nous, hein, j'y étais, donc je dis nous. Pendant toute la guerre, ça a été la démobilisation, c'est-à-dire le temps qu'il a fallu attendre que les soldats reviennent, que nos hommes reviennent, parce que pendant que les hommes étaient partis, ben, on travaillait triple. Hein. Ah oui, bien sûr. On travaillait triple, et puis on s'était vraiment, vraiment appauvri. Hein. On s'était vraiment appauvri, il y avait moins de sucre, il y avait moins de petits gâteaux, il y avait, par exemple, pour laver par terre, on n'avait plus de savon pour laver par terre. Tu sais, en Israël, tu nettoies, tu briques, etc. Il n'y avait plus de savon pour laver par terre, il fallait attendre la fin de la guerre. C'est des petits trucs, des tout petits trucs. Mais c'est les petits trucs qui te marquent au niveau du souvenir, parce que tu n'as pas connu ça avant et tu l'as pas reconnu après. Voilà. Donc, ce que je crois avoir compris, je ne sais pas si mes informations sont bonnes, mais c'est que la mobilisation à l'heure actuelle, elle est l'équivalent de celle de Kippour au 3e jour, alors qu'on ne voit pas à quel moment ils vont démobiliser. Et le pays est aux abois, les gens sont aux abois. Alors, je pense qu'effectivement, il est rigoureusement interdit de prendre des photos, et de donner des informations, mais les informations, elles filtrent quand même. Je pense qu'il y a des moyens quand même d'avoir des informations. Ça, c'est. Marion, sans que ça ne soit. J'ai connu une censure comme ça. C'est à l'époque où les Russes sont arrivés, c'est-à-dire en 1990-91, quand il y a eu ces grandes vagues de migrants russes qui sont arrivés. Je me souviens d'une décision politique qui interdisait de publier le taux de suicide chez les nouveaux immigrants. C'est une atteinte à la sécurité de l'État. Et ça, je m'en souviens très bien, parce que ces malheureux Russes qui étaient tombés vraiment de Charybde dans Scylla, ils sont tombés dans un piège. J'ai écrit un livre là-dessus. Quand je le ressortirai, si tu veux, on en parlera. Ça a été une expérience absolument terrible pour moi de rencontrer tous ces. Oh là là, j'aurais donné 3 ans de ma vie à ces braves gens. Et là, il y a eu beaucoup de milieux chrétiens. J'étais encore aux États-Unis à l'époque, où il y avait des efforts énormes pour aider des Russes qui venaient d'arriver en Israël et qui étaient des crève-la-faim, quoi. Crève-la-faim et qui voulaient ressortir et qu'on empêchait de sortir. Moi, j'ai secouru en Hollande, on en reparlera un autre jour si tu veux, mais j'ai secouru en Hollande des Juifs russes qui s'étaient
évadé, Israël évadé, tu vois, et qui s'était retrouvé en Hollande et que le gouvernement hollandais, sur injonction du gouvernement israélien, s'apprêtait à renvoyer en Israël Manu Militari et il s'accrochait au machin. Ah, c'est une époque, ah, c'est une expérience absolument, absolument terrible, absolument terrible. Et à cette époque-là, je me souviens qu'effectivement, on disait il est interdit de publier le taux de suicide chez les Russes. C'était impubliable, impubliable. Donc, mais globalement, les journaux continuaient de dire ce qu'ils pensaient, quoi. Voilà. Oui, bien sûr. Et sans vouloir t'obliger à prendre des positions les unes et les autres, je vais te demander une question qui va être bien plus c'est de la spéculation. Hein. Oui, oui. À ton avis, pourquoi est-ce que Trump a finalement décidé d'accompagner Netanyahou en Israël? Il me semble que là, tous les indicateurs sont qu'il veut s'en sortir, mais il cherche à comment pouvoir s'en sortir et pourquoi il y est allé quand même et quel est le fin fond de sa pensée. C'est de la spéculation pure, hein, mais on est entre nous et les quelques milliers de personnes qui nous regardent. Coucou les copains. Qu'est-ce que je peux supposer? Je peux supposer que Netanyahou n'y serait pas allé si Trump n'y était pas allé. Donc, on y va ensemble, comme ça t'y vas, et puis c'est toi qui vas prendre les coups, quoi. Je pense que les gouvernements américains qui se succèdent depuis ces 40 dernières années en ont marre d'être obligés d'obéir au lobby sioniste qui les harcèle, qui les insulte, qui les trahit. Enfin, les trahisons du lobby pro-israélien vis-à-vis de l'État américain. Il y a l'affaire Jonathan Pollard, il y a l'affaire du USS Liberty, je veux dire, il y en a 13 à la douzaine. Les gouvernants américains en ont marre, quoi qu'ils fassent, mais de toute façon, jusqu'à présent, ils font ce que le lobby réussit à les forcer à faire. Mais la résistance intérieure est très très forte et je pense qu'il y a une haine aux États-Unis sourde contre cette pression permanente que le lobby exerce sur l'Amérique aux dépens et au détriment de l'Amérique. D'après ce que je sais de la part de tous mes contacts américains, c'est que pour la première fois, on a commencé à avoir des brisures au sein même des lobbies sionistes aux États-Unis où ils sont en train de se séparer de la politique de Netanyahou. Donc, oui. C'est très intéressant. Et c'est intéressant que peut-être que la fin de la guerre soit amenée parce que les lobbies pro-sionistes en Amérique vont dire on en a marre. Alors, pro-sioniste ou pro-juif, c'est-à-dire que je pense qu'il y a ceux qui sont les sionistes purs et durs qui sont partisans de n'importe quoi que fera Israël en disant on les soutient, et puis il y a des lobbies qui sont simplement parce que c'est le système américain, hein, on appartient à une communauté, nous on est juifs et on voudrait défendre les intérêts des juifs, et si nos intérêts vont avec Israël, eh ben, on ne veut pas que nos parents, nos cousins, etc. se fassent massacrer. Tu as différents degrés, tu vois. Il y a ceux qui absolument gouverner le monde en fonction de ce délire, et ceux qui veulent continuer de pouvoir vivre avec un pied ici, un pied là-bas. Et puis tu as toute une catégorie de juifs qui sont simplement juifs parce qu'ils sont tombés dedans quand ils étaient petits, et puis qui n'ont absolument aucune obligation à se positionner pour de toutes les atrocités qu'on a vues. Enfin, je veux dire, les horreurs qu'on a vu faire à Gaza depuis, ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans maintenant déjà. Oui, ça fait 2 ans et demi, je crois. Hein, 2 ans et demi. Ça fait plus longtemps que ça. Mais si on parle. Non, mais je veux dire, depuis, très précisément, ce qui se passe à Gaza, ça fait 2 ans et demi. Ouais, le 7 octobre, c'est 2 ans et demi. Oui, 7 octobre, 2 ans et demi. C'est insoutenable. Ouais. C'est insoutenable. C'est le massacre, l'abomination en direct. En direct. Et ces petits enfants qui grelottent là, et puis qui sautent, mais c'est épouvantable, c'est épouvantable. Et je pense qu'il y a certainement une prise de conscience. Les gens qui ne veulent pas savoir, ils ne sauront jamais, mais il y a la majorité, c'est les tièdes. La majorité, ce sont les gens qui n'ont pas encore pris parti parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas encore reçu le déclic. Et je suis persuadé qu'énormément de tièdes parmi les juifs américains ont reçu le déclic en disant « pas à mon nom ». Vous ne faites pas ça à mon nom, ça suffit, ça suffit. On ne peut pas, c'est pas par égoïsme, c'est au contraire par découverte d'un authentique altruisme. C'est-à-dire,
ce petit enfant qui crève de froid et qui vient de perdre sa maman, ça pourrait être le mien. La reconnaissance de l'autre comme un autre toi-même. Et je pense que ça, c'est en train d'arriver. Et ça n'arrivait pas avant. Ça n'arrivait pas avant. Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose, malheur est bon. Il y a un degré dans l'atrocité qui fait que ça réveille les morts, quoi. Alors, ça ne réveillera pas tout le monde. On sait bien que la part indécrottable et abominable restera indécrottable et abominable, mais le but, ce n'est pas de les tuer, c'est de les neutraliser. Les tuer, il s'agit de les neutraliser. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. De toute façon, je pense qu'il y en a beaucoup qui mourront. Mais le but, ce n'est pas de les tuer, c'est de faire en sorte qu'ils lâchent le pouvoir. Qu'ils lâchent le pouvoir. Mais là, actuellement, ils vont découvrir, parce que quelque part, selon tout ce qu'on sait, Israël et les États-Unis sont en train de perdre la guerre. Le seul moyen par le biais duquel ils pourraient éventuellement tenter de la gagner, il faudrait qu'il y ait des bottes au sol, et ce ne sera pas des bottes israéliennes, ce serait des bottes américaines, mais là, il y aurait une opposition en Amérique qui serait terrible. Et donc, ça ne se passera pas. Mais maintenant, donc, les seules portes de sortie pour Israël et les États-Unis seraient de négocier un cessez-le-feu ou une paix ou quelque chose comme ça. Mais les dernières fois où l'Iran a accepté le fait d'avoir un cessez-le-feu pour négocier, ben, ils ont découvert que de l'autre côté, ils les ont attaqués. Et donc, quelle va être la sortie possible dans l'état actuel des choses? Alors là, bonne question. Je n'ai pas la réponse. Mais je ne pense pas, enfin, je répète ce que je disais tout à l'heure, je ne pense pas que Trump ait décidé, ce ne soit le décideur, il est la partie visible d'un groupe qui veut sortir l'Amérique de cette impasse et qui veut que les intérêts américains soient la priorité des gouvernements américains et plus les intérêts des Israéliens, tu vois. Je pense que ces gens-là ils n'ont pas sur le pont, ils sont embusqués depuis des années, et ce sont eux qui ont mis Trump là. Je pense qu'ils n'ont pas encore décidé de ce qu'ils vont faire, mais ils vont certainement pas envoyer des troupes au sol. Mais non, mais c'est n'importe quoi. C'est non. Je pense que alors que devient Netanyahou? Il y a des vilaines rumeurs qui disent on ne le voit plus, il est. Oui, bon, ça, on voit tout et rien en même temps. On a annoncé également que le fils de l'ayatollah, qui maintenant est au pouvoir, lui aussi, il avait été soit blessé, soit éliminé. Bon, on entend toutes sortes de choses et le contraire. On entend également que acculée comme une bête en grand danger, elle est capable de tout. Est-ce qu'il y a une chance qu'Israël intervienne avec une arme atomique? Elle décollera pas leur arme atomique. Je pense que les Russes et les Iraniens et les Chinois ont la possibilité de neutraliser les Israéliens avant qu'ils appuient sur le bouton. Franchement, possiblement, bien sûr qu'ils peuvent le faire. Ils sont complètement cinglés. De toute façon, Mordechai Vanunu, ce technicien de la centrale de Dimona qui a dénoncé au monde, c'était en 87, je crois, en 86-87, qui a dénoncé au monde que Israël avait la bombe atomique. Ce type, il a vraiment risqué sa vie et sa liberté. Il a passé de nombreuses années en prison parce qu'il a voulu dénoncer le danger qu'il y avait de mettre une arme aussi redoutable entre les mains de tels fanatiques. Mais le fanatisme de ces Israéliens millénaristes, enfin pas millénaristes, eschatologiques, oui. Et voilà, messianiques, leur folie et je pense qu'ils sont tout à fait capables de vouloir le faire. Je crois que les gens qui sont autour et qui savent très précisément où se trouve la centrale de Dimona, et il n'y a pas que la centrale de Dimona, il y a ici et là disséminé à travers le pays des rangs lance-fusées. Je pense que tout ça, c'est parfaitement localisé et que si soit les Russes, soit les Iraniens, soit les Chinois, soit tous ensemble décident d'envoyer, tu sais, de ces bombes là qui, comment appelle-t-on ça? Intercepteurs. Non, parce que si tu interceptes, ça pète en l'air. Non, de ces bombes électromagnétiques qui coupent toutes les. Ah oui, d'accord. Mais alors là, ça renvoie Israël à l'âge de la pierre. Ouais. Est-ce que tu crois que l'Amérique pourrait faire partie de ça aussi? Parce que récemment,
Trump a parlé avec Poutine. Mais bien sûr. Moi, j'ai toujours l'impression qu'ils s'entendent très bien, ces deux-là. Ouais. Et qu'il y a des chances que l'Amérique elle-même intervienne, parce qu'elle connaît quand même bien Israël, et que ça serait soit les Chinois, soit les Russes, soit les Iraniens, mais avec l'aide américaine, qui appliquerait ce genre de mesures, qui arrêterait toute possibilité d'intervention, quoi. Écoute, moi, ça me semble. Regarde comme Israël est petit. Je veux dire, c'est vraiment petit. Tu vois, Ah oui. Bah, de la mer jusqu'à Jérusalem, tu as 43 km, un truc comme ça, quoi. Oui, c'est ça. 55. Enfin bon, c'est vraiment. C'est un truc Ouais. que tu peux faire à pied, tu vois, si tu es bon marcheur. Voilà. Ouais. Je pense que la carte exacte de tout ce qui est en Israël est entre les mains de ses ennemis, enfin de ses ennemis, de ses voisins. Je pense que la centrale de Dimona, les Iraniens, les Chinois savent exactement où elle est, et que si on veut la neutraliser, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ne neutraliseront jamais la centrale nucléaire ou des rampes de lancement à eux tout seuls. Il faudra qu'ils neutralisent tout ce qu'il y a autour. Et Ouais. ça renverrait Israël à l'âge de la pierre. Ça veut dire une bombe comme ça qui coupe toutes les connexions électroniques, c'est-à-dire tu peux plus. Alors, tu n'as plus de téléphone, mais tu n'as plus d'eau au robinet parce que les voitures qui ne marchent pas. Hein? Et les voitures même ne marchent pas. Les voitures ne marchent pas. En admettant qu'elles marchent, si tu as encore des vieux démarreurs, tu arrives à la pompe. La pompe, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de chauffage, il n'y a plus de transport. C'est des gens qui sont habitués à vivre en appuyant sur un bouton. Oui. Il n'y a que les Palestiniens qui savent encore ce que c'est que d'aller chercher de l'eau au puits et puis d'aller gratter la terre. Les Israéliens, ils ne savent plus faire ça. Ils vont, tu vois, ils montent dans un tracteur, ils appuient sur le bouton, puis le machin, tu vois, et ça, ils sont d'une fragilité extrême. Et quand un pays de 7, 8, 9 millions d'habitants qui brusquement n'a plus d'eau, plus d'électricité, plus de transport, plus rien, ils sont renvoyés. C'est même pas à l'âge de la pierre. À l'âge de la pierre, on savait tailler des pierres. Eux, ils savent même plus. Ouais, c'est vrai. Mais le danger est plus pour Israël que pour ses voisins. Le fait de savoir tout ça, quelque part, ça donne espoir quand même. C'est qu'il y a une porte de sortie, tu vois, même si elle est terrible. Ouais. Après, il faudra rétablir, mais avec des gens, c'est peut-être là qu'il faudra qu'il y ait un renversement du régime important, quoi. Mais est-ce que ça va arriver dans les quelques semaines, dans les quelques mois? On va bien voir. C'est ce que je ne sais pas, c'est ce que je ne sais pas, et c'est ce que je ne veux pas savoir non plus. Je m'efforce de ne jamais écouter les prophéties. Je me bouche les oreilles des prophéties. Je ne veux pas savoir, Bien sûr. Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, je n'écoute pas les prophéties parce qu'elles sont démobilisatrices. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je n'écoute pas les problème que j'avais avec Tuck et QAnon, parce que le même genre de mesure avait été faite en Union soviétique dans les années qui ont suivi, de 1921 à 1925, où on faisait croire que tout allait bien se passer, que l'armée blanche allait reconquérir tout. Asseyez-vous, regardez le film, et ça démobilisait les gens. En fait. Et ça, moi, je refuse de me faire démobiliser. Ça, alors là, donc je me bouche les oreilles. Mais regarde, non, jamais. Jamais j'ai compris les prophéties. Même les prophéties, qu'on dit, mais tu vois, c'est dans l'évangile. Non, je ne veux pas, parce que je veux rester aux commandes de ma vie, quoi. Et de toute façon, Jésus a dit que son retour serait comme un voleur qui arrive dans la nuit. Personne ne saura. Personne. Ah oui. Et c'est très intéressant, quoi. Donc, quelque part, si on ose prétendre à connaître les prophéties, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller contre notre propre foi, tu vois? Exactement. Oui. Donc, je te rejoins complètement là-dessus. Oui. Écoute, je sais que tu es très prise, Marion, donc je veux vraiment respecter ton temps. Au nom de tout le monde, de tous ceux qui nous écoutent là aujourd'hui,
Je veux remercier Marion pour tout ce qu'elle nous a dit. J'espère que ça va vous donner espoir. Voilà Marion qui a passé du temps en Israël, qui connaît bien Israël, qui a des amis là-bas au point de même connaître la langue hébraïque. Et l'arabe, l'Arabie, l'Arabie quand même. Etc. Et elle est passée il y a quelques années en Iran également. C'est toujours intéressant d'avoir des points de vue de personnes qui ont été sur le terrain, qui ont vu des choses et qui ont vécu des choses et qui ont surtout eu des entretiens avec d'autres personnes réelles et pas celles qu'on nous dépeint dans les propagandes des médias qui, eux, gagnent de l'argent uniquement sur nos craintes, nos peurs. Donc, effacez vos craintes, effacez vos peurs, parce que la plupart des pleurs viennent des peurs et pas de la réalité. Ah, c'est bien ça. Marion, je te remercie pour tout cet entretien. Est-ce que tu aurais la gentillesse de mettre, tu vas trouver sur marionsigo.fr, la couverture de Libre Femme de Palestine et de Palestiniens chrétiens arabes et israéliens, Mansour Kardosh. Ce sont les 2 livres que j'ai republiés récemment chez Book Édition. Ce sont les 2 premières rééditions de mes écrits sur la Palestine. Il y en a un 3e qui va sortir qui s'appelle Du Kibboutz à l'Intifada, que j'ai sorti une première fois en 1991 et qui ressort aujourd'hui dans sa 3e ou 4e réédition. Voilà. Et ensuite, il y aura Rue Serrand. Voilà. Donc là, disponible. Alors, fais la chose suivante. Envoie-le tout de suite à Louis. Oui. Comme ça, ça apparaîtra tout de suite là-dessus. Envoie ses références. Tu as les coordonnées de Louis. Oui, parce qu'il m'a écrit tout à l'heure pour m'envoyer le lien. Okay, d'accord. Alors, envoie-lui toutes ces informations tout de suite pour qu'il les mette, pour que les gens puissent y avoir accès. Parce que c'est avec plaisir que c'est important que les gens aient accès à des informations réelles de la part de personnes comme toi, Marion. Et de nouveau, on te remercie beaucoup pour tout ceci. Et sinon, merci de votre invitation. Marion partout. D'accord? OK. OK, merci Marion et à très bientôt. Au revoir. J'envoie ça tout de suite.